Madame, monsieur, préparez les valises et même les albums photos parce que c'est parti pour un grand voyage en famille. Ce matin, à l'occasion du Téléthon, nous en profitons pour consacrer ce C'est un monde à la famille et l'on sait à quel point elle est importante pour les enfants malades, entre autres. Alors, comment est composée une famille type au-delà de nos frontières? Combien y a-t-il, par exemple, d'enfants par foyer? Filles et garçons sont-ils logés à la même enseigne? Bref, à quoi ressemblent les familles aux quatre coins du monde? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour, en raison du décalage horaire, vous le savez, avec certains d'entre eux. Toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour nous éclairer ce matin, voici certains membres de la famille. C'est un monde. Arnaud Miguet, qu'on rejoindra à Pékin, vous le voyez en haut à gauche. Alexia Kefala, qui nous attend à Athènes, Fanny Lothaire, notre correspondante en Amérique du Sud, et enfin Franck Genozo, que vous voyez en bas à droite, qui nous donne rendez-vous à Jérusalem. Mesdames, messieurs, à tout de suite. Alors, on s'envole d'abord pour Pékin, où nous attend Arnaud Miguet. Et en Chine, vous allez voir que les liens du sang sont très forts. Là-bas, les parents, les grands-parents, les enfants vivent généralement sous le même toit. Arnaud, est-ce que ça veut dire que chez vous, tout passe par la famille, hein? Bonjour. Oui, bonjour William. La famille ici, c'est tout simplement capital. Pays en chinois d'ailleurs se dit Gujia. Guo pour État ou royaume, Jia pour famille. C'est donc la Chine, le royaume de la famille. Et dans cette famille, une attention toute... Allez, plus vite. Comme tous les lundis, elle a cours de mathématiques avec un professeur particulier. Je veux que ma fille soit la première en maths, mais aussi dans toutes les autres matières. C'est pour ça que j'ai recruté un enseignant, pour qu'elle y arrive. Je trouve qu'à l'école primaire, la chose la plus importante, ce sont les notes. Le cours dure 2 heures et le rythme est difficile à tenir. Pour prendre de l'avance sur ses camarades de classe, Qinyao est directement passé au programme du collège. J'apprends les figures géométriques, le calcul des angles. J'apprends aussi la symétrie, les mètres carrés et les mètres cubes. Elle prend aussi des cours d'anglais, de mandarin, de chant et de danse. Au total, sa mère dépense 10 000 € chaque année pour elle en cours extrascolaires. Ces mamans chinoises qui veulent faire de leurs enfants de petits génies sont surnommées les mères tigres. Une éducation que Yang Jin justifie par un contexte extrêmement compétitif en Chine. Je ne sais pas comment c'est en France, mais à Shanghai, si tu veux que ton enfant aille dans un bon collège, tu dois lui faire passer un test très sélectif. Pour 1000 élèves, il n'y a que 50 places. Et pour donner toutes ses chances à sa fille, Yang Jin laisse peu de place aux loisirs. Voilà, tous mes jouets sont dans ce coffre. Jeux vidéo, télé et tablettes sont proscrits. Je ne joue à aucun jeu vidéo. Maman ne veut pas. Elle dit que c'est pour ne pas m'abîmer les yeux, alors elle ne me laisse rien faire. Une éducation à la dure, en vogue au sein de l'élite asiatique et qui profite aux instituts privés. Dans ce centre, les cours ont lieu le week-end et les salles de classe sont toujours remplies. Le nombre d'inscriptions a augmenté de 30% en un an. Je pense que c'est lié au fait que les parents veulent que leurs enfants sortent du lot. Ils sont encore plus compétitifs. De plus en plus compétitifs, de plus en plus jeunes. Ici, les mamans inscrivent leurs enfants dès 3 ans. La concurrence est tellement rude qu'il faut les faire commencer le plus tôt possible. Ma fille vient ici depuis longtemps, depuis la maternelle. Des enfants qui subissent la pression de leur mère, cette psychologue en croise régulièrement. Cette course à la réussite très répandue en Chine s'explique par des raisons culturelles. Les parents ici se disent que si leurs enfants réussissent, c'est qu'ils sont de bons parents. Et s'ils échouent, c'est qu'eux-mêmes sont en échec. La réussite ou non de leurs enfants montre en fait qui ils sont. C'est pour ça qu'ils les poussent au maximum. En grandissant, certains rejettent cette méthode éducative. Fu Wenyun a été élevée par une mère tigre très sévère. Maman à son tour, elle souhaite éduquer son fils différemment. Ma mère était une mère tigre typique. Elle avait des critères d'exigence très élevés. Dans ma vie et dans mes études, je n'ai jamais eu le droit à l'erreur. Elle était intransigeante. Aujourd'hui, pour mon fils, je veux lui donner un environnement plus libre. Je veux qu'il fasse ses propres choix.
D'après une étude américaine, éducation permissive et éducation à la dure seraient toutes les deux efficaces. La réussite de l'enfant dépendrait uniquement de son rapport à sa mère. Bon voilà, évidemment, nous c'est différent, comme vous le savez. On connaissait les mères poules, mais beaucoup moins les mères tigres. Donc Arnaud, on l'a vu, la culture de la réussite prend le pas sur la culture du bien-être. Et là, on sent bien la différence entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que ça veut dire que les jeunes Chinois sont meilleurs élèves que les autres, quoi ? Oui, William, en tout cas, ça se remarque au niveau de l'éducation supérieure dans tous les classements des universités. Les universités chinoises comptent parmi les meilleures. C'est valable pour les classements PISA, mais aussi pour les classements de pays émergents où les universités de Pékin et de Shanghai sont en tête de liste. Cela fait partie de la culture confucéenne. L'éducation est primordiale. Les mères tigres l'ont probablement de beaux jours devant elles. Oui, c'est sûr. Alors si vous avez envie de devenir une mère tigre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Alors, nouvelle étape maintenant, cap sur la Grèce. Et là-bas, le roi, le dieu grec, bien sûr, de la famille, c'est le fils. Tout est centré sur le petit chéri. Si bien que les filles sont reléguées au second plan. Alors Alexia, pardon, mais c'est une mentalité un peu rétrograde, non ? Vous savez, les temps ont changé depuis l'Antiquité, non ? Bonjour. Bonjour William, oui je comprends, vous avez tout à fait raison, ça peut choquer, mais il suffit de voir le CV des ministres de l'actuel gouvernement. Alors certains ministres, d'ailleurs c'est un gouvernement où il y a très peu de femmes comme le marché du travail, donc certains ministres après leur diplôme ou leur expérience professionnelle, eh bien inscrivent en bas mariés et père de 2 enfants et d'une fille. Oui, ça peut choquer, mais alors l'enfant c'est le garçon, jusqu'à récemment en tout cas c'était donc l'enfant roi. Et c'est la raison pour laquelle c'était toujours celui qui était chéri. Pourquoi ? Parce que encore aujourd'hui, dans certains villages, l'enfant peut reprendre l'entreprise familiale, peut devenir prêtre ou encore Premier ministre. Et oui, William, on est loin d'avoir une femme Premier ministre en Grèce. Non, mais c'est parfaitement injuste cette affaire. Vous imaginez ça ailleurs que dans votre pays ? C'est très cruel en plus pour la fille, non ? Oui, non, je vous l'accorde, William, c'est effectivement cruel. Mais même si c'est plus très actuel, il faut savoir que jusqu'à encore récemment, la fille ne travaillait pas, elle restait à la maison, elle aidait la mère aux tâches de la maison, tout simplement. Il fallait donc la marier, la doter, donc lui fournir une dot, et puis effectivement s'assurer qu'elle s'occupera des vieux jours, non seulement de ses parents, mais aussi de sa belle famille. C'était cruel, mais maintenant les choses ont changé. Donc les jeunes filles font des études, elles sont indépendantes, elles travaillent, même si beaucoup encore dans des villages, dans des communes, cumulent le travail plus s'occuper des vieux jours de leurs parents. Alors je vous rassure, la dot n'existe plus, mais tout de même, il y a une tradition, comme on va pouvoir le voir dans ce reportage que nous avons réalisé à Chypre. Chypre, pays frère de la Grèce, où il y a encore le poids des traditions. Alors dans les grandes villes, ça évolue, mais pas dans les villages. Ça évolue beaucoup trop doucement. C'est un reportage réalisé avec Haris Katsiyanis. Ce film des années 60 a fait exploser le box-office de l'époque. L'acteur principal, Thanasis, doit marier ses 6 sœurs pour pouvoir épouser sa fiancée. C'est la coutume, il ne peut y échapper. Tu es notre frère, tu dois nous nourrir, nous loger et nous trouver un mari. Il va donc tout faire, cumuler les petits boulots, supplier ses amis d'épouser ses sœurs dans un temps record. Une photographie parfaite de la société hellène qui fait encore sourire aujourd'hui, mais qui laisse des séquelles à certains. Mon amour, tiens-moi la main. Angelica, elle, a été dès l'enfance traumatisée. 2 de mes oncles ne se sont pas mariés parce que mes tantes ne trouvaient pas de conjoint. Une génération perdue. Moi, ça m'a dissuadée de me marier. Il n'y a plus de dot aujourd'hui parce que depuis la guerre à Chypre, on sait qu'on peut perdre facilement une maison, donc on mise sur les études. Mais dans le couple, c'est la fille qui apporte l'appartement conjugal. Derrière les décors de cartes postales de Chypre, ses plages réputées dans le monde entier et ses vestiges préservés, il y a tout de même une tradition qui perdure depuis des siècles dans nombre de foyers. Si Angelica est une exception et n'a rien respecté, son oncle Andreas, lui, a un avis différent. Moi, je voulais un fils. Ma femme le savait. Et au moment où elle a accouché, elle m'a dit « Voici ton roi ». C'est la transmission qui compte dans la tradition. L'aîné a pris le prénom du père d'Andreas et le petit, celui de mon père à moi. Ça existe encore.
Je pense que nos parents étaient plus sages. Maintenant, les parents ne respectent plus autant les traditions. Tout ce qu'ils font, c'est étouffer leurs enfants. Ils entrent dans la vie personnelle du couple, se mêlent de tout et tout le temps. Et les divorces explosent ici. Quand la famille se retrouve autour d'un thé dans l'après-midi, ce sont deux générations qui s'affrontent tout en douceur. La société, à mon époque, les aurait clairement rejetés. Oui, ma nièce et mon neveu ne se sont pas mariés. Et même aujourd'hui, on évite de le dire à nos amis. Parce que les rumeurs commenceront et diront qu'il va la quitter un jour et qu'elle se retrouvera seule avec l'enfant. Vous comprenez? Et l'enfant, ils diront que c'est un bâtard. Johanna persiste et signe. Derrière leurs aspects modernes, les parents d'aujourd'hui sont trop envahissants et pas assez fermes. On est indépendant, mais on fait comme les autres. Si la maîtresse gronde l'enfant, on va la voir, ce n'est pas normal. Certains font une révolution à l'école. Pas maintenant, on boit notre thé. Je ne céderai pas. Il n'aura pas de biscotte parce qu'il fait un caprice. Pourtant, quelques minutes plus tard, la mère chypriote se laisse conquérir. Alexia, est-ce qu'il y a une typologie de la mère chypriote, comme celle qu'on vient de voir là, comme on parle parfois, vous savez, des mères juives, par exemple? Oui, alors il y a la mère chypriote, la mère grecque aussi, qui est de plus en plus protectrice. Et c'est ce qui angoisse quelque part les experts, parce qu'on l'a vu dans le reportage, et ils protègent vraiment leurs enfants, ils veulent s'investir tout simplement, donc ils se mêlent de tout, que ce soit à l'école, il faut qu'elles viennent à la sortie de l'école leur apporter leur propre repas, ou alors se mêlent des études, se mêlent du couple plus tard, on l'a vu aussi, ça peut mener à des divorces, mais surtout les enquêtes montrent que de plus en plus d'enfants tardent à couper le cordon ombilical. Résultat, près de la moitié des 30-45 ans vivent encore chez leurs parents. Oui, mais on voit bien que ces jeunes sont quand même connectés, ils sont modernes, ils sont partis étudier à l'étranger, on le sait ça. Alors qu'est-ce qui bloque l'évolution des mentalités? Ce qui bloque, en fait, c'est surtout ceux qui restent ici, en Grèce ou encore à Chypre, dans les communes, dans les villages. Bien entendu, dans les capitales, ça évolue. Mais pareil, il reste quand même le regard des autres. Et en fait, ce regard des autres vient notamment du fait que l'Église et l'État ne sont pas séparés. Il y a quand même le poids de l'Église et ce mariage religieux qui doit être perpétué. Pourquoi? Eh bien, parce que 97% des Grecs sont encore orthodoxes. Il y a donc un poids. Et donc, pas seulement l'Église, mais surtout les interprètes de l'Église imposent le mariage, les usages et tout ce qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle, William, eh bien, la société tarde à évoluer. Merci beaucoup, Alexia. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. Votre Premier ministre, il s'appelle Tsipras. Oui. On dit Tsipras. On dit Tsipras, oui. Mais son épouse, on va l'appeler Tsipras, sans le S. Mais vous appelez Kefalas. Mais pourquoi on vous appelle Kefala? Pourquoi on vous enlève le S? Oui, parce que voilà, c'est encore l'une des règles qui existent en Grèce. L'homme prendra un S à la fin, mais la femme est un peu, alors quelque part, attention, toute proportion gardée, William, un peu le diminutif de l'homme, donc on lui coupe le S. Donc le féminin, voilà, c'est toujours, voilà, pour Madame Tsipras, ce sera Madame Tsipra. Et pour moi, ce sera Kefala. Ouais. Bon, les filles, rebellez-vous, hein. Oui, il y a du travail. Il y a du travail, William. Oui, on vous aidera. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Merci, William. Au revoir, Alexia. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent. Dans la famille du web, je demande Julia. Et vous allez voir que la famille chez nous est devenue un vrai marché sur Internet. C'est plutôt quoi? C'est récent, non? Oui, un marché financier non négligeable, mais relativement récent. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on va trouver concernant nos familles sur Internet? Nous allons trouver du coaching. C'est ce qui va très très bien marcher. Aujourd'hui, on se coach pour tout. Et bien, on se coach pour la famille, en tout cas pour l'organisation de cette famille. Donc, on va trouver beaucoup de sites d'aide au planning, William. Gestion du budget, gestion des gardes, des activités. On va trouver des choses comme Family Facility ou cette appli qui s'appelle Planiclick, très prisée dans les familles, qui va planifier et centraliser en un seul endroit toutes les activités et les horaires de chacun. Alors, il faut savoir aussi, William, que Internet s'invite vraiment dans la famille et du coup va représenter un nouveau défi éducatif. Il va carrément changer la communication et les modes de détente dans une famille avec tous ces écrans dans une même maison. Aujourd'hui, nos enfants passent 900 heures à l'école et 1200 heures par an devant des écrans. Donc,
même s'il existe sur Internet, comme on l'a déjà vu, hein, des sites et des conseils pour la sécurité de nos enfants sur Internet, aucun système technique de contrôle ou de filtre ne remplacera jamais le dialogue de responsabilisation de votre enfant à l'usage du web. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des sites à nous conseiller pour, je ne sais pas, bien organiser sa vie de famille pour tous ceux qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là? Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là, il existe, oui, des sites totalement consacrés à la famille, comme celui-ci, easytribu.com. Sur ces sites, on va se rencontrer entre familles. C'est des sites communautaires pour échanger sur son expérience. Alors, évidemment, ils ne s'engagent pas à vous sauver la vie, mais ce sont de très bons conseils dans tous les domaines. Alors, vous avez EasyTribu, vous avez MyFamily, qui est très, très bien aussi, .com. Les parents vont se tourner vers ces sites vraiment pour parler, pour discuter, pour échanger. Et vous avez celui-ci aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle 3etplus.com. Alors comme son nom l'indique, là pour le coup c'est pour les familles nombreuses. Moteur de recherche, idée, vous allez pouvoir avoir tous les bons plans pour pouvoir trouver des choses quand vous êtes plus que 3. Très bien, bonne chance. On reprend notre voyage à travers les familles dans le monde, direction l'Amérique du Sud maintenant. Alors c'est un continent très catholique, vous le savez, où la famille occupe une place capitale. Et voilà un exemple, en Colombie, où nous attend Fanny Lothaire. Et dans ce pays, un poquito macho, faut bien le dire, les traditions sont très solides autour de la famille. Et alors, il y en a une en particulier qui consiste à célébrer le passage à l'âge adulte. Alors, ça ne concerne pas les garçons, mais les filles. Alors, Fanny, c'est une étape majeure, je suppose, dans une vie? Oui, la quinceañera, comme on dit ici, c'est la fête que toutes les familles colombiennes attendent, les 15 ans de leur fille. C'est une fête pour laquelle les parents se ruinent pour la célébrer, qu'ils en aient les moyens ou non. Nous avons suivi la famille de Valentina dans tous ses préparatifs, une famille très traditionnelle. Vous allez voir, c'est une fête qui révèle les différences d'éducation entre les filles et les garçons en Colombie. C'est un reportage réalisé avec Nolwenn Hervé et Harold de Grenouillot. Dans la banlieue de Bogota, la journée de Valentina commence au salon de beauté. Chouchoutée pendant 3 heures, du massage au vernis, en passant par le maquillage, un rituel important pour célébrer les 15 ans en Colombie, la fameuse quinceañera. C'est le jour où on te traite comme une princesse. Les 15 ans pour une fille colombienne, c'est très important. La lumière est sur toi, toute l'attention est sur toi. S'il te plaît, reste naturelle. Pour l'occasion, une photographe a été embauchée, indispensable pour saisir à jamais ce moment girly. Des élites aux classes populaires, cette tradition latino de la quinceañera est à l'origine empruntée au rite précolombien de passage à la puberté. Vous êtes tous prêts? Puis perpétuée sous la colonisation espagnole. Voici ma tante, mon cousin et ma cousine. Aujourd'hui, la quinceañera est surtout l'occasion de rassembler cette famille très soudée et croyante. D'un côté les femmes, de l'autre les hommes. Valentina pose en petite fille parfaite, ajustant sa robe, pendant que son frère et son cousin, eux, jouent à... Plante contre zombies. C'est une célébration seulement pour les filles. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Une éducation très traditionnelle revendiquée par les parents, médecins militaires issus de la classe moyenne. Le protocole est ici très important. C'est Jimena, la maman, qui habille sa fille. Les familles colombiennes sont très traditionnelles. En Colombie, on vit encore dans une société très machiste. Les garçons deviennent des hommes au fur et à mesure, ils sortent quand ils veulent, ils sont libres. Alors que les filles, non. Elles sont plus réservées, plus fraternelles. C'est ma petite fille qui devient femme. Il faut accepter ce changement. Oh, il ne faut pas pleurer. Un rite au machisme revendiqué, pour lequel la famille Guzman a économisé pendant 1 an. Une salle privée pour recevoir la centaine d'invités, un DJ, un service traiteur et de photos. La quinceañera assoit le statut social de la famille. C'est le 2e poste de dépense des parents colombiens après le mariage de leurs enfants. 1 000 € en moyenne pour l'événement. Le protocole, c'est que le papa la fasse danser et ensuite on ouvre le bal. Jimena et son mari ont beaucoup investi dans l'éducation de leurs enfants inscrits dans une école privée. Jusqu'à ce soir, Valentina n'avait pas le droit de sortir avec des garçons. Elle est officiellement introduite en société par des chaperons, des jeunes hommes de confiance un peu plus âgés. C'est aujourd'hui que vous l'autorisez à avoir des petits copains? C'est implicite. Mais je suis très, comment dire,
très conservateur. Mais on lui a inculqué de bons principes, de bonnes valeurs, et on espère qu'elle s'en servira dans sa future vie d'adulte. Sorte de rallye, de bal des débutantes, la quinceañera est répandue sur tout le continent, du Brésil au Mexique. Un succès latino qui fait grincer des dents les féministes, mais un rêve pour les jeunes filles comme Valentina, qui permet de perpétuer l'éducation traditionnelle de génération en génération. Quinceañera. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt. Retour en France à présent avec Isabelle Martinet. On va s'intéresser à l'évolution de la famille, mais chez nous cette fois-ci. Alors, comment se porte la cellule familiale ici en France ? Alors, sur le fond, rien ne change. La famille est toujours l'unité de base de la société, Ouais. le premier groupe au sein duquel on se construit. La famille a un nom, un domicile, un patrimoine, Ouais. et elle crée légalement un devoir de solidarité entre ses membres. Nous avons en France 8 millions de familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans. D'accord, ça c'est sur le fond, vous avez dit. Absolument. Et la forme, si on la compare Alors là, à la famille des années, je sais pas, années 60, tiens. eh bien, c'est tout à fait autre chose. Il faut quand même avouer qu'en 50 ans, le modèle traditionnel a pris du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, pour 55% des Français, la famille reste ce qu'il y a de plus important après la santé, même si cette dernière n'est plus systématiquement constituée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Traduction, le foyer recomposé ou homoparental s'est développé. Quant à la famille monoparentale, elle a quasiment triplé en 50 ans. Et puis, d'autre part, eh bien, on se marie moins et plus tard, ou alors on se pacte, ou alors on vit en union libre. 50%, désolé, des couples se séparent. Certains se remarient entre guillemets. 50%. 50% en moyenne, hein, en particulier dans les grandes villes. N'oublions pas la contraception qui a permis d'avoir des enfants désirés et conçus aux alentours de 30 ans. Et puis enfin, les mamans travaillent aujourd'hui. Donc rien à voir avec les années 60. La structure de la famille s'est libéralisée. Là, regardez, divorce. C'est Ouais. 4 fois plus de divorces Ah oui. qu'il y en avait en 1960. Ah, mais tout à fait. Autrefois, on Plus de hésitait 4 fois plus, à d'ailleurs. divorcer. Aujourd'hui, on n'hésite plus. Parce que il y a c'est plus de simple. plus en plus de familles recomposées. On se refait une autre vie. On refonde une autre famille. Bon, et comment a évolué la place de l'enfant donc au sein de cette famille en mutation? Ah, c'est vraiment ça, en mutation. Alors l'enfant, il peut sembler, paradoxalement bien sûr, un peu déstabilisé au sein de cette nouvelle structure, et pourtant, il y occupe une place de choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois, l'enfant était un peu un être passif, c'est-à-dire on le considérait plutôt comme un adulte en devenir. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est un être vraiment actif. C'est une personne à part entière. En dehors de l'aspect affectif, il joue un rôle social, prescripteur. Il est écouté, il est entendu. Bref, l'enfant est devenu le noyau central de la famille autour duquel gravite un maximum de monde. Les parents, les grands-parents, les beaux-parents. Il est devenu un peu plus enfant roi que dans les années 60. en Ah, tout c'est tout à fait ça. Ah ouais. C'est l'enfant roi. Tout le monde est autour de lui. On veut lui faire plaisir. Et là, je vous dis, c'est les demi-frères et sœurs, c'est Ouais. les enfants d'un premier lit, les grands-parents, les beaux-parents jouent beaucoup, D'accord. un rôle très important. Ça se gère bien, ça, au quotidien? Alors, selon les éducateurs, pour que cette famille d'un nouveau type trouve son équilibre, il faut privilégier les affinités entre les membres du groupe. Mais attention, il faut également préserver l'autorité, la notion d'autorité et le statut de parent. Donc, c'est pas forcément facile. Alors, généralement, on négocie comme on peut entre les membres de la famille. Disons qu'il y a moins de réponses stéréotypées préétablies qu'autrefois. D'accord. Et au niveau législatif, cette fois-ci, est-ce que les droits des enfants ont progressé? Oui, considérablement depuis 89 et la Convention des droits de l'enfant, qui aujourd'hui a droit à une identité, à une nationalité, aux soins familiaux, aux soins médicaux, à l'éducation. Évidemment, il est protégé également contre les mauvais traitements et la discrimination. Et tiens, puisqu'on est en ce jour de Téléthon, on peut se demander ce qui a changé pour les familles qui ont des enfants handicapés ou souffrant, par exemple, d'une myopathie. Tiens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le nombre d'enfants handicapés scolarisés a doublé en 10 ans, avec pratiquement 311 000 élèves pour la rentrée 2013. Et la plupart de ces enfants eh bien, suivent leur scolarité dans un établissement ordinaire, comme tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le principe de l'école inclusive mise en place en 2013, Ouais. la même école pour tous. Et si jamais le handicap ne permet pas une école, même dans un établissement, une scolarisation, même dans un établissement spécialisé, aujourd'hui, eh bien, un enseignant peut se rendre à domicile. Et en dehors de l'école?
Alors, en dehors de l'école, il y a une loi de 2014 qui permet aux salariés d'une entreprise de renoncer à des jours de congé au profit d'un autre salarié de la même entreprise qui aurait un enfant. Alors, un enfant malade, par exemple, ou handicapé, ou accidenté. Un enfant dont la situation nécessite vraiment une présence soutenue à la maison. Donc, pour conclure, je dirais que globalement, la situation s'améliore et qu'aujourd'hui, les différents types de différences sont mieux pris en compte dans notre société. Merci Isabelle. Pour la dernière escale du jour, on part à Jérusalem, où nous attend Franck Genozo. Ce matin, on va s'intéresser à un type de famille dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement. Ce sont les familles juives orthodoxes. Et pour nous en parler, Franck, vous avez choisi un lieu hautement symbolique. Lequel? Bonjour. Bonjour William et bonjour à tous. Nous avons effectivement choisi de poser ce matin notre caméra dans le lieu le plus sacré pour les Juifs du monde entier, le fameux mur des lamentations qui se situe à peine quelques dizaines de mètres juste derrière moi, avec ce matin ici, comme souvent, une certaine agitation, avec d'un côté des touristes venus du monde entier, quelle que soit leur confession d'ailleurs, pour admirer, contempler cet impressionnant morceau de l'histoire de Jérusalem, et de l'autre des familles juives non pratiquantes ou pratiquantes, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes. Alors, c'est vrai qu'il est parfois compliqué de faire rentrer une équipe de reportage et une caméra dans les foyers orthodoxes. Il y a toujours une forme de pudeur, mais certaines familles, de plus en plus, ont envie d'ouvrir leurs portes pour montrer au grand public ce qui se passe à l'intérieur de ce monde finalement assez méconnu. L'une d'entre elles, l'une de ces familles, a accepté de nous accueillir l'espace de 2 jours à Tel Aviv. Voyez le reportage préparé par Maxime Pérez et Ofset Nalbandian. Tel Aviv à l'aube se réveille en douceur. Mais chez les Attal, c'est déjà le branle-bas de combat. Allez, viens, on va se laver le visage, on va se coiffer. Hana, la maman, veille à préparer les enfants pour l'école. La tâche n'est pas simple, car une famille juive orthodoxe, c'est souvent une famille nombreuse. Si on se réveille tôt, vers 6h15, ça va, on a le temps. On a le temps de les mettre à table, de les habiller tranquilles et tout. Et ils descendent à 7h, donc ça va. Et si on se réveille un peu plus tard, ben oui, c'est un peu plus la course. Mais bon, on y arrive, grâce à Dieu, ça va. À 38 ans, Hana compte 7 enfants, 4 à gérer au quotidien, car ses 3 aînés sont en pension, à l'école religieuse. Au moment du petit déjeuner, les plus petits récitent tant bien que mal la prière du matin. Vous allez jouer avec Shmuel? Et puis papa arrive, on y va, d'accord? Papa est à la synagogue, sa deuxième maison en quelque sorte. Car Mendy Attal est le rabbin de la petite communauté francophone de Tel Aviv. 2 fois par jour, il dirige l'office religieux. Ce sont les dons des fidèles, en grande partie, qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Rien d'étonnant donc de retrouver Mendy et son épouse dans ce supermarché strictement cachère. Avec 7 enfants à charge, pas de petites provisions. Il faut tout acheter en grande quantité. Là, c'est des courses basiques. On va pas faire un gros plein. Les gros pleins, c'est presque 2 caddies. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, la note s'élève à 1300 shekels, soit environ 320 €. De quoi tenir une semaine pour la famille Attal. Merci beaucoup. Mais acheter strictement cachère ne règle pas tous les problèmes. Dans une famille orthodoxe, il y a des règles strictes et ça concerne aussi le réfrigérateur. Quand on est pratiquant, on fait attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Mais dans le frigidaire, pour pas qu'on arrive à mélanger, on essaye de départager, de faire en sorte que le laitage soit dans un côté et qu'il reste dans le même endroit, et la viande qui soit dans une autre étagère. Ces contraintes, Hana s'en accommode dans sa cuisine. Et quand il s'agit de nourrir ses petits protégés, elle excelle. Pour ce soir, le repas, des petits pois, du riz, des boulettes de poisson. En même temps, je prépare le goûter. Les enfants qui reviennent, qui vont être affamés. Donc on leur fait des gâteaux, qui seront en partie aussi des gâteaux pour Shabbat. Il est très rare qu'une famille religieuse accepte de révéler son intimité. En Israël, la communauté juive orthodoxe est souvent jugée fermée, accusée de vivre au crochet de l'État, quand ce n'est pas en autarcie, comme à Jérusalem. Et pourtant, le public s'y intéresse. Il s'est récemment passionné pour une série à succès sur une famille orthodoxe et les aventures amoureuses d'un jeune homme, Akiba, qui tente de bousculer certains codes.
En fin d'après-midi, c'est l'heure des retrouvailles avec les aînés. En quelques minutes, tous les enfants sont réunis pour le plus grand bonheur de leurs parents. La famille se retrouve autour d'un copieux goûter. Mendy n'en oublie pas l'essentiel. Faire réciter la bénédiction à son petit dernier. Puis quitte quelques instants son costume de rabbin pour celui de footballeur avec ses garçons. Donc on est 7, avec les parents ça fait 9, il en faut encore 2 peut-être, ou encore 3. On fera une belle équipe. À la maison, derniers instants de détente en musique, car dans quelques heures c'est Shabbat, un jour consacré au repos et à la spiritualité. Une tranquillité que les caméras, même les mieux intentionnées, sont priées de ne pas venir troubler. Franck, est-ce que les familles juives orthodoxes, comme on vient de le voir là, s'impliquent dans la vie du pays? Je pense notamment à la vie politique. Oui, ils se sont progressivement organisés en partis politiques. Ils ont par exemple des députés et ils participent même à l'actuel gouvernement israélien. Et cela ne manque pas de créer des frictions avec les laïcs israéliens qui, eux, par exemple, souhaitent continuer à avoir l'autorisation d'aller au cinéma ou d'aller voir un match de football le samedi, le fameux jour du Shabbat considéré par les orthodoxes et les ultra-orthodoxes comme un jour de repos sacré. À l'heure actuelle, les laïcs israéliens sont toujours majoritaires, mais les orthodoxes et les ultra-orthodoxes font davantage d'enfants. Alors le rapport de force devrait logiquement, d'ici 20 à 30 ans, s'inverser. Voilà qui aura un impact forcément majeur sur la vie économique et sur la vie politique de l'État d'Israël. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Franck. À bientôt dans Télématin. Madame, monsieur, la réunion de famille touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur le modèle familial au-delà de nos frontières. Et la semaine prochaine, autre thème. Nos amis, les bêtes seront à l'honneur. Alors, quelle place occupent les animaux chez nos voisins, proches ou lointains? Vous allez être surpris. Dans quel pays sont-ils choyés, dorlotés, bichonnés, plus que chez nous? On verra. Y a-t-il des lois qui les protègent ailleurs? Que de bonnes questions. À samedi prochain pour une émission très bestiale. Alors, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous lundi. En attendant, n'oubliez pas, le Téléthon, ça continue. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec Sophie Davant, Laura du Web et Laurent Luyat, entre autres. Bon week-end donc sur France 2.